Alors depuis toujours, ma mère est née rue Véron. Rue Véron. Ah bah oui, effectivement. Et mon grand-père, Montmartre III, est arrivé en 1903 ou 4 à Montmartre. Ce qui fait qu'il a connu... comme il écrivait des chansons. Ah. Et donc il était un peu chansonnier. Mais en même temps, il avait un métier. Alors. Mais il a écrit au moins 200 chansons. Faut que j'aille m'occuper de ça, ça Ah oui, c'est intéressant ça. Hein. Ma grand-mère touchait encore des droits d'auteur à la fin de sa vie, des petits droits d'auteur. Et entre autres, il était le parolier, je dirais, d'un chef d'orchestre qui s'appelait Bosque, qui était le chef d'orchestre de Tabarin. Et j'ai pu rentrer à Tabarin avec lui. Oh, fabuleux ça. Tabarin, on a fait un article justement sur... Ah, c'était beau cette salle. Elle était fermée, moi, quand je suis rentré déjà. Mais un jour, on a pu rentrer. C'était un éblouissement pour moi. Ah oui, ça doit être fabuleux. Surtout qu'elle a suivi pas mal de transformations. Hein. Ah bon, puis elle a été démolie. C'était catastrophe. Une salle comme ça. J'ai un autre souvenir avec mon grand-père, rue Pigalle. Et un jour, on descendait la rue Pigalle, et puis on arrive, il y avait une dame assise par terre, une vieille dame, grosse, avinée. Il me dit, embrasse la dame. Alors bon, j'ai poli et bien élevé, donc j'ai embrassé la dame. C'était Fréhel. Ah oui. Et ils se connaissaient très bien, et ça avait été très touchant, j'ai un vrai souvenir de ça. C'est émouvant, hein. Ouais. Très émouvant. Il y a deux personnages que j'ai rencontrés grâce à mon grand-père comme ça. C'est Poulbeau. Alors on n'est pas nombreux, on n'est plus que deux à mon avis à Montmartre à avoir connu Poulbeau. Et qui m'emmenait jouer au square là, qui s'appelle Suzanne Buisson maintenant. Et enfin promener comme ça. Et quand il faisait beau quand on allait au square évidemment. Et quand on redescendait, on allait embrasser Poulbeau. C'est très copain avec lui. Mais d'ailleurs, vous verrez, vous regarderez, ces petites choses sont des dessins de Poulbeau que Poulbeau faisait pour ma mère quand elle sortait de l'école. Et c'était dessiné sur les tables de la Pomponnette. Ah oui. Donc je suis le plus vieux client puisque je crois avoir été pour la première fois à la Pomponnette en septembre 1942. Ah oui, effectivement. Il y a 15 jours après ma naissance, mon grand-père et ma grand-mère m'ont emmené à la Pomponnette où on m'a fait chauffer le biberon, m'a-t-on raconté, mais je ne m'en souviens pas exactement. C'est difficile de se souvenir de ces périodes-là. Oui, donc vous êtes à Montmartre 3 à 100%. Hein. Oui, on pourrait dire ça comme ça. On appelle un pur jus. Ah, il y a des familles beaucoup plus anciennes que moi encore à Montmartre. Mais bon. Mais là, quand même, la vie Montmartre 3. La famille d'Écuyer est là depuis le début du XVIIe siècle. Ah ouais. Et vos parents et grands-parents étaient d'ici aussi? Alors, donc, mon grand-père est arrivé dans les années 1903 par là, et ma grand-mère est arrivée quelques années après, vers 1906, quand elle a épousé mon grand-père. Ah non, elle était à Montmartre avant. Non, elle est arrivée aussi à peu près à la même période, et elle était repasseuse. D'accord. Il y avait encore beaucoup de petits métiers ici. Tout à fait. Okay. Alors, votre parcours à vous, ça a été quoi? C'est n'importe quoi. Alors c'est une dizaine d'années dans la chanson et dans le cinéma. D'accord. Mais j'ai rencontré Bernard Dimet sur la rive gauche. Et après, bon, j'ai fréquenté un peu. Puis après, il a fallu que je gagne ma vie parce que je me suis marié comme un imbécile. Et je suis rentré un peu par hasard dans une compagnie aérienne qui s'appelait UTA. Et j'ai fait après 30 ans d'aéronautique au sol, à UTA, puis j'ai fini ma carrière à Air France. Donc UTA, et après alors UTA, Air France, bien sûr. Sans l'avoir voulu. Ah bon? Air France a racheté UTA, donc, ouais. contre la volonté des gens d'UTA, c'est encore une autre histoire. Ah oui, c'était encore un truc. Et puis, j'ai eu la chance d'être viré à temps, ce qui m'a permis d'avoir une pré-retraite avant d'avoir une retraite. Et donc de pouvoir me donner
une vie associative et à ma passion pour Montmartre. La revue, c'est venu tout de suite? Alors, la revue, j'ai toujours par hasard, j'ai commencé par collaborer et devenir le directeur adjoint de Paris-Montmartre. D'accord. Et puis un jour, j'en ai eu marre du rédacteur en chef, on va le dire, mais bon, mais je le reconnais. Et j'ai dit, à Midani, qui était le patron, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai décidé d'arrêter parce que je ne peux pas continuer à travailler dans ces conditions. C'est vrai qu'à l'UTA, on avait une certaine rigueur quand même. Quand on s'occupe d'avion, on est obligé d'avoir une certaine rigueur. Et que là, j'arrivais pas à imposer la rigueur minimum. Et donc, un jour, j'en ai eu marre et j'ai laissé tomber. Et puis, je me dis, bon, faire autre chose. Et toujours par hasard, j'ai été récupéré par Montmartre à la Une, par Michel Langlois, que je connais depuis, qui s'est installé, évidemment. Donc, le charcutier animateur. Et d'ailleurs, qui a été en vedette quasiment post-mortem d'un film de Jean-Pierre Jeunet qui se passait à Montmartre, dont je ne me souviens plus du titre. Et Michel, un jour, m'a demandé un papier pour une exposition de peinture. Et puis après, il m'a dit, tu sais, depuis que Mme Chauveau n'est plus là, on aurait besoin de quelqu'un qui soit vraiment Montmartrois. Et j'ai accepté d'en devenir le rédacteur en chef. Et je suis resté, je ne sais pas, 6 ou 7 ans dans cette équipe. Je suis encore dans l'équipe, mais je ne suis plus rédacteur en chef. D'accord. Là encore, je n'ai pas pu tout changer comme j'aurais voulu. Mais je ne regrette pas du tout et je continue à collaborer à au journal. C'est vous qui les choisissez? C'est eux qui vous les demandent? Ah non, là, j'ai cet honneur, ce bonheur de choisir les papiers que je fais, sauf exception, parce que s'il y a un papier à faire que les autres ne veulent pas faire, je veux bien le faire. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus de liberté qu'avant. Et on ne m'en a pas encore refusé. Alors, ça m'étonnerait que ça. Ce matin, j'ai fait un papier que j'ai eu du mal à faire, parce qu'il y a un petit Montmartrois qui vient de sortir un disque consacré à Éric Satie, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et ces jeunes gens, alors, à réinventer Éric Satie. Alors, je l'ai là, je vais vous le montrer, vous verrez. Je peux même vous le faire écouter si vous aimez Éric Satie. C'est absolument formidable. Il y a 3 gymnes de pays et 6 gnosiennes. Et il réinvente Satie, qui est pour moi un des plus grands musiciens français. Pas uniquement parce qu'il était Montmartrois. Mais c'est vraiment... alors ça, si vous voulez, c'est le fait de collaborer à un journal Montmartrois comme ça, me donne l'opportunité de faire des découvertes merveilleuses de temps en temps. Là, je suis tombé sur un chef-d'œuvre, je vais dire. Mais ouais. Donc ça, c'est quand même bien de pouvoir... là, je suis en train de finir un livre d'une Montmartroise qui habite aussi dans des chambres de bonne au-dessus de la rue des Abbesses, qui est un livre, alors qui n'a rien à voir sur Montmartre, parce que c'est... Mais... Ah oui, effectivement. C'est toute l'histoire de ces sauvages. Ça s'appelle L'impensable rencontre, et c'est toute la vie et la découverte des Peaux-Rouges, quoi, en gros. Depuis le Grand Nord jusqu'au Sud, par une fille qui est journaliste à France Culture et qui est la femme de quelqu'un qui a été pour moi très important et qui a été un peu Montmartrois à la fin de sa vie, qui s'appelle Luc Bérimont, et avec qui j'ai fait des émissions de radio à France Inter, et qui m'a apporté énormément, une sorte de père spirituel. Et ça, c'est sa jeune femme. Alors, je connais cette jeune fille, elle avait à peine 20 ans, et on s'est retrouvés à Montmartre il n'y a pas si longtemps, finalement. Et on est restés, bien sûr, très très amis. Donc ça c'est le bonheur de découvrir des choses quand on est Montmartrois, et des gens qui vivent à Montmartre et qui ont des vies... mais cette jeune femme, elle est connue, oui, elle a 20 ans, une jeune fille même. Mais c'est devenu un personnage Montmartrois.
il y a quand même quelque chose d'étonnant. Une fille que Marie-Hélène est arrivée il y a une trentaine d'années à Montmartre. Elle avait un petit studio, dans des chambres de bonne qu'elle a transformé en appartement maintenant, qui est à l'angle de la rue Aristide-Bruand et de la rue des Abbesses. Et il n'y a pas longtemps, on parlait de ça. Elle me disait, tu sais, je viens comme toi. Je ne m'imagine pas pouvoir habiter ailleurs qu'à Montmartre. Alors justement, ce Montmartre que vous avez connu, vous connaissez tout le temps, pour vous, il a changé ou ça reste Le vieux con que je suis ne peut que reconnaître qu'il a changé et sans plaindre ou s'en émouvoir. Mais quand on y réfléchit bien, ça n'a pas tant changé que ça. Il y a toujours... je crois que quand on est Montmartrois, vraiment, je ne parle pas des bobos à la con qui viennent nous faire la morale toute la journée, mais je crois que quand on a été adopté par ce village, on devient très facilement Montmartrois. Et une fois qu'on l'est, on ne peut plus faire autrement que de le rester. Mais c'est vrai que je connais Marie-Hélène et bien d'autres, surtout chez les femmes d'ailleurs, encore plus que chez les hommes, je crois. On voit des gens qui sont arrivés à Montmartre il y a 5 ans, 10 ans, même 2 ans, qui se sont adaptés à cette vie et qui ne pourraient pas aller vivre à Paris. Voilà, je le dis avec la plus grande violence. On n'est pas fait pour aller vivre à Paris. Donc ça reste, vous trouvez que l'esprit village... Oui, il reste quelque... Alors, je ne dis pas qu'il est ce qu'on a connu du temps des marchands de 4 saisons, mais il reste quand même un esprit de village, il reste un désir profond de faire la fête. J'ai réinventé, entre guillemets, avec beaucoup de prétention, les vaches alcades. Avec Montmartre à la une, on a refait des vaches alcades. Oui, parce que c'était Et avec le jour où on avait décidé de faire une fête, c'est moi qui ai suggéré qu'on appelle ça une vache alcade. Et c'est vrai qu'on a vu le succès, on fait ça maintenant tous les 2 ans, quand on peut, parce que c'est le lourd à financer pour une association loi 1901 qui n'a pas d'autre revenu que la publicité dans son journal. On voit à quel point les gens sont attachés à la fête. Sauf ces gros cons de bobos, évidemment, que ça gêne à chaque fois, qui envoient des lettres à la mairie, oui, absolument, qui se plaignent. Alors on organise aussi des vides-greniers, je n'ai pas dit... Bon, qui sont des moments de convivialité, de vivre ensemble, quoi. Où les gens se retrouvent, sont ravis, ils se connaissent maintenant, etc. Alors, ça emmerde le bobo, ça. Ils détestent ça. Ils envoient des lettres et on fait ça bien, vraiment. Oui, parce que c'est la Place des Abbesses, là. Alors, Place des Abbesses, c'est une brocante professionnelle. Ah, d'accord. Et les vides-greniers, c'est rue Colincourt ou rue Custine. Oui, on est envahi par des ayatollahs verts à Montmartre depuis 1995, en gros, qui ont décidé de moraliser, je dirais, Montmartre et de verdir Montmartre, mais qui font surtout verdir les Montmartrois. Je vais vous prendre un exemple monstrueux qui est la dernière connerie de ces gens. Ils ont tenu à faire un square, rue Norvin, dans l'enceinte de ce qui est notre Villa Médicis montmartroise. Bon. Alors, dans un lieu effectivement privilégié, qui est une sorte de souvenir du maquis, avec des maisons qui datent du XVIIe siècle, avec des artistes qui vivent et travaillent là, avec d'autres qui sont de passage, genre Villa Médicis. Bon, là, ça vient, c'est pas... Bon, tout n'est pas parfait. Et là, on a décidé comme ça de transformer une partie de ce lieu qui méritait de rester dans son jus en square. Bon. Alors c'est un square qui fait 200 mètres carrés. Moi je me suis battu contre ça en leur expliquant que ça allait faire simplement un lieu supplémentaire pour faire du trafic de drogue, ce qui est arrivé. Donc c'est venu très bien. Les habitants de toute cette partie de la rue Norvin, donc c'est la première partie dans l'avenue Junot,
subissent les troubles de ces gens-là pour faire un square où il y a 3 touristes qui vont se reposer en montant l'avenue Junot avant d'aller sur la place du Tertre, et puis 10 personnes dans la journée, et la nuit c'est occupé par les trafiquants de drogue. Moi je trouve que ces décisions des ayatollahs bobos, c'est magnifique. Et alors, il faut que je vous raconte quand même, parce que là vous avez 2-3 toiles qui datent de ma vocation. Pendant la retraite, j'ai décidé d'enseigner une science admirable que j'appelle la bitologie, avec 2 T. Hein. J'aime pas votre rire, là. Vous avez un rire que je soupçonne malsain. Vous trouvez? Ah oui, là, votre rire m'a choqué même. Et donc, la bitologie avec 2 T, ça consiste à lutter, à Montmartre d'abord, bien entendu, à Paris ensuite, et dans toutes les villes du monde, contre l'implantation de ces cochonneries qui font tomber les vieillards, qui font tomber les aveugles, et qui sont ces bites qu'on met partout pour soi-disant empêcher les voitures de stationner. Or, quand les ayatollahs verts sont arrivés, la première chose qu'ils ont fait, ils nous ont, pour empêcher les 10 voitures de stationner, ils nous ont saboté la rue de l'Abreuvoir, qui était la seule rue de Montmartre qui restait encore dans son état normal, naturel, antique. Et là, ils ont été foutre des bites partout. Et ça m'a rendu bitologue. Voilà. Comment une vocation peut naître grâce à ces connards. Et j'ai quelques amis peintres montmartrois, là, ces 3, ils m'avaient fait ces petits dessins, je vous pourrais montrer, pour illustrer mes papiers dans Paris-Montmartre, que je signais le bitologue, et qui étaient illustrés par des photos de bites, évidemment, d'amarrage. J'ai bien dit, madame, d'amarrage. On ne déconne pas avec ça. Et je veux dire que la bitologie a plu aux artistes locaux. Et donc je continue à bitologer, à bitologuer comme vous voudrez, d'une manière constante contre ces avatars de la vie publique à Montmartre. Donc on parlait de la fête à Montmartre, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement on a fait disparaître beaucoup de cabarets? Évidemment, et ceux qui restent ne me paraissent pas malheureusement avoir un attrait autre que touristique. Alors j'aurais pas cité de nom, mais c'est vrai que de ce côté-là, on a beaucoup... Les choses n'ont pas tourné dans le bon sens. Il restait, alors pas un cabaret, mais une salle où on faisait une fête magnifique, tous les mois en tout cas, qui était le bal de l'Élysée-Montmartre, qui a malheureux... Alors cette salle a brûlé, elle a repris. Bon, je pense que c'est les gens qui ont repris le Trianon, qui ont repris ça, j'espère qu'ils font des choses intéressantes. Mais je suis pas sûr qu'ils fassent que cette idée formidable qui a été le bal de l'Élysée-Montmartre, qui a été une reprise des choses qui ont existé depuis les années 1890, même avant, 76, et 1800. Et bon, alors ils le font maintenant à la machine du Moulin Rouge. C'est le même groupe de gens talentueux qui anime ça. Donc tous les mois, il y a une fête dans une grande salle à Montmartre, qui s'appelle le bal de Montmartre, mais plus l'Élysée-Montmartre. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est pas du cabaret. Alors, cabaret comme Bruant, etc. Bon, il en reste un qui travaille beaucoup avec le tourisme. Bon, il faut bien vivre. Et c'est vrai qu'à part ça, alors il y a une espèce de petite salle rue de Revet. Alors c'est une petite salle où on peut mettre, je sais pas, 20 à 30 personnes maximum, où on présente très régulièrement de la très bonne chanson française, où chante par exemple une fille comme Isabeau, qui est un vrai personnage, qui a une vraie voix, et qui chante de la vraie chanson française. Et ça, mais bon, ça reste... mais c'est très sympa comme endroit. Au milieu des escaliers, cette petite salle a un charme fou. Et puis, bon, il y a les Comment endroits. elle s'appelle, la salle? Alors, c'est le Petit Théâtre du Bonheur. Allez-y. C'est le Petit Théâtre du Bonheur. Alors, c'est vraiment un très petit théâtre.
Mais c'est souvent un bonheur d'y être. D'accord. Ok. Mais justement, des gens comme Michou... Alors parlons de... Alors, si on peut parler évidemment, bien sûr, du Moulin Rouge, qui est un spectacle en tout point remarquable. Là, c'est du grand professionnalisme. Et puis, il y a Michou, qui a monté une affaire incroyable, avec un talent incroyable, et qui fait un spectacle d'une qualité absolument exceptionnelle, avec de vrais artistes. J'ai eu la chance un jour de faire un reportage sur les coulisses de Michou, c'est-à-dire surtout l'endroit où se maquille. C'est transformiste, il faut bien dire transformiste. Michou y tient, il a raison. Et rien que le travail d'art qui consiste à se maquiller pour ces gens-là, rien que ça mérite une véritable admiration. Ce qu'ils font est magnifique. Et en plus, c'est des grands professionnels. Et Michou, avec toutes ses qualités, qui sont même peut-être des défauts pour certains, reste un personnage fou de Montmartre et vraiment un très grand monsieur. J'ai la chance d'être un de ses amis et je dois dire que ce garçon, ce jeune homme, me bouleverse par tout ce qu'il est, par sa manière d'être, par sa folie et par sa rigueur, parce que avec ses 83 ans, il reste un chef d'entreprise. Tout à fait. Vous voyez ça comment parce qu'il continue. Mon grand-père y allait beaucoup, il aimait beaucoup ça, mon grand-père. Parce que ça fait partie des lieux qui restent. La dernière fois que je suis allé, c'était pour voir un certain Jean-René Cossimon. Ah là là. C'était vraiment un grand monsieur. Voilà. Non, je suis allé malheureusement après. Bon. Mais j'ai pas grand-chose d'autre à dire. D'accord. Alors, ça j'avais noté. Il y a les deux ânes, évidemment, qui continuent. Alors, ah oui, ça, il faut le dire, les deux ânes. Remarquable. Ben oui. Alors ça, c'est le dernier endroit où il y a des chansonniers à Paris, c'est le dernier qui a tenu. Le nouveau patron est quelqu'un d'absolument remarquable, qui a su succéder à Jean Herbert, dont j'ai eu la chance d'être l'ami et avec qui je pourrais même dire que j'ai eu la chance de passer sa dernière journée. J'ai quitté à 8h du soir, je savais qu'il n'en avait plus pour longtemps, parce que c'est le premier jour où j'ai vu ce personnage incroyable rester en robe de chambre toute la journée. Et quand je suis rentré ici, après l'avoir quitté, je me suis dit, il va se passer quelque chose, et à 4h du matin, il était mort. Il a eu la chance, juste avant, de tout préparer, et de remettre ces deux ânes qu'il avait su gérer de manière admirable, avec des très grands artistes, à la seule personne qui était capable de faire tourner la boîte. Et là, effectivement, où il y avait un vrai spectacle qui est varié, qui change tous les jours, et même de temps en temps des spectacles hors chansonnier, où j'ai découvert un jour un mec qui écrit des fables et qui les dit lui-même, accompagné par un pianiste, qui s'appelle Jean Dufroux, du nom d'une rivière qui passe chez lui, et qui écrit des fables absolument délicieuses, parfaitement écrites, qui est un ancien cadre supérieur de l'industrie, et qui fait un spectacle qui tourne dans toute la France. C'est incroyable. Et là, j'ai trouvé ça un jour aux Deux Ânes. Et alors, je voudrais aussi tirer mon chapeau à la nouvelle équipe des Trois Boulets. Bon, la salle a été refaite comme ils ont pu. Moi qui ai monté des spectacles aux Trois Boulets, quand je suis monté sur la scène pour la première fois, cette nouvelle scène, avec ce poteau, j'ai regardé, puis je me suis dit, j'avais monté entre autres une pièce de Cocteau, et puis des spectacles de chansons, et je me suis dit, mais espèce de vieux con, comment tu pourrais mettre en scène le bel indifférent sur cette scène? Tu pourrais pas. Je pourrais pas. Et bon, alors ça, c'est le problème.
Cela dit, la nouvelle direction, avec une jeune femme qui s'appelle Alice Vivier, qui a un cahier des charges strict, pour une fois, de la mairie de Paris, ce qui n'avait pas été le cas avec la précédente, l'équipe de connards qu'il y avait. Et on ne dirait pas les noms. Non, non. Puis je m'en souviens même pas. Et qui faisaient n'importe quoi pour leur petit plaisir. Là, il y a une équipe qui fait un vrai travail, qui présente régulièrement des spectacles, où de temps en temps on fait vraiment de très belles découvertes. D'accord. Donc les Trois Baudets, chapeau. D'accord. Donc ça, c'est les Trois Baudets. Hein. C'était l'Uvert découvre que Villette, cet artiste magnifique, a eu pendant 3 ans de sa vie un passé antisémite, absolument évident, répugnant, à une période où l'affaire Dreyfus, etc., bon, où l'antisémitisme était malheureusement de bon ton. Et donc il avait fait une affiche, il avait 23 ans, candidat dans le 9e arrondissement, par le moment, candidat à la députation antisémite. Bon, soit. Villette est revenu là-dessus d'une manière très large, peu de temps après. C'était fait. Mais cet élu a découvert ça un jour. Il y avait un très beau portrait de Villette dans un des bureaux de la mairie du 18e, qu'il a fait décrocher. Je ne sais même pas où est passé ce portrait, il va falloir un jour que je demande où il est. Et qui a décidé de débaptiser le square Villette. Ouais, et donc on avait demandé à la centaine de personnes qui étaient dans l'école, ça devait être une pique, qui étaient réunies pour ce conseil de quartier, de suggérer des noms pour remplacer Villette dans le square du Sacré-Cœur. Alors, tout le monde a dit n'importe quoi. Je sais pas, Jean-Pierre Léaud, des choses comme ça. Bon, je me souviendrai toujours de ça. Bon. Et bon, le truc était déjà décidé d'avance concernant le nom qui est maintenant. Mais bon, c'était pour faire semblant d'être démocrate. Et alors, moi, histoire de rigoler un petit peu, je lève le doigt, j'étais membre du conseil du quartier, mais je lève le doigt poliment et je dis, on pourrait l'appeler le square du docteur Détouche. Alors, il y a 99% des gens qui me regardent, le docteur Détouche, qu'est-ce qu'on a à la foutre. 2-3 personnes qui connaissaient, qui se marrent comme des fous. Et l'élu président c'est Sylvain Garel, pour ne cacher son nom, Sylvain Garel me regarde droit dans les yeux et me dit « Ça ne m'étonne pas de vous, monsieur Lançois, de faire de telles propositions. » Un écrivain qui a écrit ce qu'il a pu écrire, Bagatelle pour le massacre est un livre insupportable, une horreur, dans lequel il y a 15 pages au début et une vingtaine de pages à la fin qui sont du vrai Céline, et au milieu, c'est un magma de conneries de Drummond et autres qui sont insupportables. Ça, c'est vrai. C'est pas pour ça que c'est pas le plus grand écrivain du siècle précédent. Donc, je crois que Montmartre ne peut que s'honorer d'avoir eu cet écrivain qui a adoré Montmartre. Hein, parce que quand il est revenu de ses voyages dans le Nord, je suis allé dans sa maison à Meudon. Et je peux vous dire qu'on va très bien Montmartre, du jardin de la maison. Et qu'il regardait souvent Montmartre. Et il pensait à son ami Jeanne Paul qui n'a jamais voulu le revoir. Mais c'est quand même... bon. Et là, c'est des locaux de la ville de Paris maintenant. C'est loué par le... Donc il va falloir mettre une vraie plaque aussi. Mais bon, on peut pas ne pas mettre de plaque sur Jeanne Paul sans mettre Céline en face. Bien sûr. C'est quand même l'histoire de la vie montmartroise, intellectuelle et picturale. Et rencontre d'un écrivain qui n'avait pas une passion pour la peinture, qui n'y connaissait pas grand-chose, et d'un peintre qui avait une écriture telle qu'elle était très proche de celle de Céline. Parce que la peinture, c'est d'abord une écriture, pour moi. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés sur une écriture. Je ne suis pas sûr que Gégène lisait beaucoup. Il lisait, ça même, mais probablement pas beaucoup.
Et d'après ce que moi j'ai lu de mon côté, Marcel Aimé se joignait beaucoup à eux. Alors, Marcel Aimé faisait partie intégrante de l'équipe. C'était un trio. Il se retrouvait, il était plus qu'un trio. Oui, plus, il était 5 ou 6. Et il se retrouvait le dimanche à la messe, chez Gégène, tous les dimanches. Et il y avait Marcel Aimé qui se mettait dans un coin, qui parlait quasiment pas, et qui écoutait. Et Marcel Aimé a connu ces deux personnages, et a admiré ces deux personnages. Marcel Aimé a été voir Céline quand il est sorti de prison là-bas. Et après, il a fait partie de ces écrivains qui ont continué à aller voir Céline à Meudon. Et je vais vous le prouver ici même. Il y a à Montmartre encore probablement une quinzaine d'artistes, peintres et sculpteurs d'un immense talent. Et je peux citer des noms comme Pierre Gougereau, qui est un élève de Jean Paul en plus. Un des deux élèves, Maurice Ampy, l'autre élève de Jean Paul, parce qu'il y a eu deux élèves en tout et pour tout. Et puis Astolfo Zingaro, et puis bon. Il y a encore une grande quantité. Il y a des jeunes artistes, il y a une jeune femme, ça y est, son nom, son prénom m'échappe, ça me reviendra, je vous le dirai. Bon, il y a, disons, 3 galeries qui vendent de la vraie peinture. C'est la galerie Roussard, rue du Montsy, là-haut, la seule galerie là-haut, parce qu'il y en a une toute petite à côté, mais bon, c'est tellement petit. Et puis la galerie AVM, rue Colincourt, au 42 de la rue Colincourt, qui expose une peinture très, très forte, de temps en temps abstraite, de temps en temps figurative. En ce moment, elle expose Pierre Gougereau, par exemple. Je recommande d'aller voir cette exposition. Et puis le reste, soit c'est des suiveurs qui font dans le modernisme, comme une galerie que je ne citerai pas, qui est à côté de la Pomponnette, où on n'invente rien, où on fait de la peinture des années 50 à New York, à la chaîne. Et ça, c'est très triste, et avec des gens qui ont probablement du talent. Et puis vous avez aussi, au moins sur la place du Tertre, une dizaine d'artistes. Oui, tout à fait. Ah, je ne dis pas qu'il y en a 300. Non. Il y en a un, par exemple, qui est le plus vieux, qui s'appelle Georges Bérakis. Alors, qui fait son artisanat à place du Tertre, qui vit son artisanat à place du Tertre, mais qui est arrivé de sa Grèce natale, enseignant aux Beaux-Arts d'Athènes, pour enseigner aux Beaux-Arts de Paris. Et qui a enseigné la gravure aux Beaux-Arts de Paris pendant plusieurs années, jusqu'au jour où il trouvait que ça ne gagnait pas bien sa vie aux Beaux-Arts, ce que je veux bien croire, et où il s'est installé place du Tertre, où il a très bien gagné sa vie. Mais ce type, qui a plus de 80 ans maintenant, continue à faire chez lui de la peinture. Et l'autre jour, il me montrait, il faut que je vais aller dans son atelier un de ces jours, il me montrait sa peinture, une très grande modernité, on est à la limite de l'abstraction, etc. Une peinture absolument superbe, d'un grand peintre. Alors d'un côté, vous avez un artisan qui fait bien son boulot, en tant qu'artisan en place du Tertre, et chez lui, dans son atelier, vous avez un artiste. Ils sont une dizaine comme ça, place du Tertre. Mais il faut le dire parce qu'il y a aussi des artistes sur la place du Tertre. Et il est venu, il a offert à ma grand-mère un portrait sur papier, une gouache. Et malheureusement, je ne sais pas, 15 jours ou un mois après, il est venu en suppliant de lui rendre parce qu'il y avait un client. Ah, bah oui. Et qu'elle lui a rendu. Ça, je l'aurais des Utrio, il en est passé de la même manière à un certain nombre chez mes grands-parents. Bon, pour le pognon, ça me gêne, mais si j'avais eu une dizaine du trio de ces années-là, pas que je suis un passionné du trio, mais bon, ça m'aurait fait un peu de sous. Et le Modigliani, je l'aurais peut-être pas vendu, vous voyez. Ah oui, Modigliani, ouais, c'était quelqu'un. Hein. Et on a fait des recherches, mais je n'arrive pas à le Vous retrouver. n'arrivez pas à savoir où J'arrive passer, pas à retrouver, ça. ouais. Et il y a une piste en Amérique du Sud. Voilà. Ah oui. J'aurais bien au moins avoir la photo. Bah oui, oui, C'est que j'avais une grand-mère qui était plus que belle, donc. Ouais, dommage. C'est vrai que ça fait des petits Ouais. gros cœurs. Hein. Vous m'avez fait dire n'importe quoi comme d'habitude. C'est normal, c'est ça. Hein, journaliste. Vous connaissez? Ok. Non, mais j'ai tendance à dire n'importe quoi très facilement.
nonobstant, je ne pense pas qu'une seule chose de ce que je vous ai dit soit faux.